Chaque année, on fait le point avec un certain nombre de participants sur les évolutions des obligations légales et leur bonne prise en compte en France. On a dressé un état des lieux aussi des actions menées pour veiller à cette bonne application des obligations. Nous allons aussi vous faire part des évolutions sur les usages et sur les ressources mises à disposition des personnes déficientes visuelles pour monter en compétences. Dans un premier temps, je passe donc la parole à Fernando et Denis qui vont faire un point sur l'évolution des obligations légales. Alors très, très rapidement, puisque c'est un point très récurrent dans nos journées d'études technologie et déficience visuelle, qu'est-ce qui a changé depuis l'année dernière en France concernant l'accessibilité numérique? Quelques petites choses qui sont d'importance que vous retrouverez dans la nouvelle version de l'ABC de l'accessibilité numérique, dont je viens d'indiquer le lien dans le chat, mais que je redonne ici pour que tout le monde l'entende. Donc, à savoir http://abc- toujours le tiret du 6, accessnum, donc A2CE2SNUM, toujours au pluriel, de France.org. Ce fichier est disponible sous deux formats, PDF accessible, ça va de soi, et EPUB accessible, ça va de soi. Et donc dedans, c'est une version 2 de cet ABC qu'on vous a proposé pour la première fois l'année dernière, et on a du coup réactualisé ces documents avec les quelques évolutions, et puis un certain nombre de documents, sources bibliographiques, rapports, etc., qui sont intervenus entre-temps. D'un point de vue strictement légal, les évolutions, c'est essentiellement des évolutions liées aux applications mobiles, puisqu'on a l'obligation pour l'ensemble du secteur public de produire des applications qui mettent en évidence une déclaration d'accessibilité sur leurs applications mobiles, et ce depuis le 23 juin 2021. Et cette obligation, il faut le dire, elle n'est pas que française, elle est européenne. Par ailleurs, et ça c'est une obligation franco-française, les organismes privés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à la même obligation, donc toujours d'avoir une déclaration d'accessibilité dans les applications mobiles de ces entités privées, et ce depuis le 1er juillet 2021. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, les évolutions par rapport à l'année dernière, en tout cas les évolutions, les petites évolutions majeures, on va dire. On a ensuite quelques évolutions, mais qui sont plutôt techniques, c'est-à-dire on a l'Union européenne qui a mis à jour sa norme de référence sur l'accessibilité numérique EN 301-549. On a également, il faut quand même le saluer, puisque c'est bien que ça existe, une charte d'accessibilité à la communication de l'État en France pour du coup engager ces travaux d'accessibilité, pas que sur les sites Internet, pas que sur les applications mobiles, mais aussi sur les communications, notamment sur les discours, etc. Donc ça, c'est un document qui n'existait pas quand on est intervenu l'année dernière. Et encore une fois, tout ça, vous le retrouverez dans cet ABC de l'accessibilité numérique. Je vous rappelle l'adresse http://abc-accessnum.aveugledefrance.org. Alors, cette histoire de déclaration d'accessibilité, on va maintenant en parler un peu plus dans le détail, puisque on a bien compris, la base légale en France, et conformément à ce qui est demandé au niveau européen, c'est de savoir qui se déclare accessible, comment. Et puis surtout, en réalité, de toute façon, je le rappelle, depuis le 23 septembre 2020, l'ensemble des sites Internet publics auraient dû, vous cocher le temps qui vous paraîtra le plus opportun, présenter des déclarations d'accessibilité sur les sites Internet. Et donc, avec mon compère Denis Boulet, et puis avec d'autres collègues, je pense à Thibaut de Martin-Prey à APIDV, je pense à Christian Lenné à l'ANMCGA, je pense à Christian Vol, Emmanuel Pereira à l'association Valentin et Vie. Nous avons compilé un certain nombre de données et je vais maintenant donner la parole à Denis pour qu'il nous en dise un peu plus. Merci Fernando. Alors je vais diffuser pour cela un petit transparent qui va présenter les résultats qu'on a pu extraire de cette grosse ressource qui a couru pendant l'année 2021. Juste pour vous rappeler que ce qui est attendu en termes de solutions légales attendues donc pour les sites soumis à obligations légales, alors je vais le mettre sur un site qui est normalement particulièrement bon dans ce domaine. Ça va être le site service-public.fr.
Et donc, on va pouvoir voir en bas de page, dans le pied de page, comme on appelle ça sur un site web, eh bien, ce qui est attendu, ça va être une déclaration d'accessibilité. Et donc, elle va normalement revêtir 3 formes qui sont formalisées. Quand le site, à l'issue d'un audit, va de conformité au RGA, donc référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, va pouvoir déterminer un niveau de conformité du site web, eh bien, compte tenu de ce niveau d'accessibilité, qui est évidemment requis à 100%, si le site est 100% conforme avec les critères d'accessibilité numérique, eh bien, le site doit pouvoir, sur l'ensemble de ses pages, pouvoir mettre accessibilité 2 points totalement conforme. Et donc, en cliquant dessus, on arrive sur la fameuse déclaration d'accessibilité qui va dire, voilà, le site déclare 100% d'accessibilité avec un certain formalisme attendu. Lorsque l'audit qui est produit par l'organisme révèle un taux de conformité qui va de 50% à moins de 100%, eh bien, la petite indication sur le site web doit être accessibilité 2 points partiellement conforme, ou en tout cas un terme qui est très proche de ça. Quand le taux de conformité est inférieur à 50%, eh bien, la déclaration, l'indication attendue sur le site web, ça va être accessibilité 2 points non conforme. Donc, c'est sur cette base vraiment qui est publique. On est allé chercher un certain nombre de centaines de sites web dans différentes thématiques qu'on va vous présenter rapidement. Eh bien, on a regardé dans un premier temps eh bien, la présence d'une indication sur la page d'accueil de tous ces sites. Et puis, lorsqu'il y avait une indication de ce type, eh bien, le lien vers la déclaration de conformité, qui s'appelle la déclaration d'accessibilité en l'occurrence. Donc, l'état des lieux des déclarations d'accessibilité pour les sites soumis à obligation légale, donc avec Fernando et moi-même dans un premier temps. Fernando l'a répété, on l'a fait, c'est un collectif aussi, Emmanuel Pereira, Christian Vol, Christian Lenné, Thibault Martin-Pré, Clément Gasse, qui nous a aidé pour un petit traitement statistique, et Fernando et moi-même. Alors, le contexte et les objectifs de cet état des lieux, c'est d'abord l'objectif, c'est obtenir une photographie de la connaissance de l'existence de ces déclarations d'accessibilité par les organismes soumis à obligation légale. Je pense que on verra dans la conclusion, et Clément, quand il se connectera, pourra nous en dire un petit peu plus. On n'a pas cherché à tester l'accessibilité des sites web. On a vraiment essayé de regarder et d'extraire des sites l'information publique qui était donnée sur, eh bien voilà, tel ou tel site est conforme à ce qui est attendu au niveau légal, c'est-à-dire un affichage sur la page d'accueil en relation avec une déclaration d'accessibilité. Notre échantillon, il est très important, en tout cas pour l'avoir réalisé, oui, c'est très important. 1400 sites, voilà, les chiffres compilés les uns aux autres donnent un résultat très net, 1400, répartis donc en un certain nombre de thématiques. On a essayé de donner du sens aussi, et donc la photographie, pour qu'elle soit pertinente, il faut qu'elle soit la plus proche de la réalité. Donc on l'a réalisée sur l'année 2021. Ça a commencé quelques sites web fin 2020, mais l'essentiel, c'est sur le deuxième trimestre de l'année 2021 jusqu'à il y a quelques jours. Et enfin, on est conscient aussi des limites, c'est ce que je disais tout à l'heure, et ce qu'on pourra redire avec Clément et Fernando après, c'est que l'étude n'est pas représentative de l'utilisation et ou de l'accessibilité des services en ligne. D'accord ? Ça va être vraiment de l'identification d'institutions, d'organismes soumis à obligation légale. Ça ne part pas de quelque chose qui va être potentiellement utile ou que les utilisateurs vont, les sites dont ils vont se servir régulièrement. On a essayé de coller de manière la plus pertinente à un certain nombre d'usages, mais on a exploré des sites web qui sont là, qui sont soumis à obligation légale, ils sont privés, ils sont publics, mais voilà, on essaye d'avoir, un échantillon suffisamment représentatif pour que ça donne du sens à tout ça. Alors, on a classé ces différentes catégories, on les a ramassées. Il y en avait 24. Alors, on a réduit évidemment avec des thématiques chapeaux, donc notamment les institutions publiques et nationales. On s'est servi des résultats que le CERTAM de l'AVH via le travail fait par Christian Vol et Emmanuel Pereira et leur équipe, qui portait sur, par exemple, 20 sites web. Donc, on a pu voir, par exemple, sur leur échantillon que sur les 20 sites web, il y avait 12 sites qui proposaient un lien tel qu'attendu, vous savez, conforme, partiellement conforme ou non conforme, ça fait 60% de l'échantillon, qui renvoyait vers 12 déclarations d'accessibilité.
Voilà. Alors, on l'a vu donc c'est sur l'échantillon travaillé par le CERTAM. Et puis, dans cette catégorie, on a rajouté l'ensemble des ministères que l'étude de CERTAM n'avait pas traités, un certain nombre de sites d'institutions et de juridictions et des sites web publics importants. Là aussi, c'est important selon Fernando Pinto da Silva, Denis Boulet et le petit collectif. Hein, ce n'est pas représentatif, je le répète. Donc, au global, on a testé 72 sites. Et les liens de conformité en page d'accueil, c'est que 39%. Il y en a eu 28 sur 72. Et le nombre de déclarations est un petit peu plus important. Il est de 38 déclarations sur 72 sites, qui représentent à peu près 53% des sites web. Donc, on peut déjà se voir un petit peu sur cet échantillon qu'on a plus de déclarations d'accessibilité, dont le travail de test de conformité sur les sites web est un peu plus présent que le fait de le déclarer avec la petite mention sur la page d'accueil. Donc, les sites, par exemple, alors j'ai extrait quelques exemples, les sites qui font à la fois le lien de conformité sur la page d'accueil et la déclaration d'accessibilité, on peut nommer par exemple l'Élysée, l'assurance maladie, éducation.gouv, l'Agence nationale des titres sécurisés, la place de l'emploi public, service public, etc. Parmi les sites, les 38 sites qui ont fait uniquement la déclaration, il y a la Banque de France, Mes droits sociaux, le ministère du Travail, etc. Donc voilà un petit peu, alors on va déplier un petit peu. Donc là, c'est tout ce qui est préfecture, ARS, donc Agence régionale de santé et les académies pour l'éducation. Donc là, on a testé 159 sites. Et là, par contre, les résultats sont beaucoup moindres. C'est-à-dire que sur 159 sites, on en a 15 uniquement qu'on fait un lien de conformité ou une déclaration de conformité, la petite mention sur la page d'accueil, et qui renvoie uniquement vers 13 déclarations d'accessibilité. Donc, dans les pourcentages, pour cette thématique préfecture, ARS, académie, eh bien, on n'a que 9,4%, 9,43% qui ont fait la mention page d'accueil, et pour 8,18% sur les déclarations d'accessibilité. Alors, les mentions, ce qu'il faut quand même le mentionner, c'est que sur 107 préfectures, il y a 0 lien en page d'accueil et 0 déclaration d'accessibilité. Ce qu'il faut noter, c'est que ces sites web sont faits sur un modèle quasi unique, donc il suffit que ce ne soit pas fait à l'origine, eh bien, ce n'est pas répercuté sur l'ensemble des autres préfectures. Les ARS, 19 sites testés, 0 lien d'indication sur la page d'accueil, 0 déclaration de conformité. C'est plus les académies qui vont faire, on va dire, relever un petit peu la thématique. Donc, dans les liens de conformité plus déclaration de conformité, on a la Normandie, enfin, donc les universitaires de Normandie, de Nouvelle-Aquitaine, de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et uniquement dans les déclarations, eh bien, on a les Hauts-de-France. On a rassemblé aussi un certain nombre dans les collectivités territoriales. On a les conseils régionaux, les conseils départementaux, les communautés de communes, d'agglomération et urbaines, ainsi que on a fait une extraction des 10 villes les plus peuplées de France qui ont un site web. Donc là, on a testé 234 sites. Et donc, on arrive à un chiffre qui est moyen tout de même, oui, très très moyen. 9,4% de ces 234 sites ont fait une déclaration en page d'accueil, la petite mention, et pour 42 déclarations d'accessibilité, ce qui fait à peu près 18% de ces 234 sites qui ont fait le travail de tester leur niveau de conformité. Donc parmi les bons élèves, donc, on a Strasbourg, Toulouse, donc les grandes villes. On a le Conseil régional de Bretagne, le Conseil départemental du Calvados et la communauté d'amélioration du Pays Basque, par exemple. Et uniquement avec les déclarations, on a le Conseil régional de l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil départemental de l'Ain, la communauté d'agglomération Plaine-Vallée, par exemple. C'est juste une extraction. Les autres collectivités territoriales. Alors là, on a testé quasiment 300 sites, donc 299, c'est 85 villes les plus peuplées, moins le top 10 qui était dans la thématique précédente. Et on s'est servi du palmarès Ville Internet. Peut-être que c'est un label que vous connaissez, une association que vous connaissez, qui détermine de décerner des arrobases. Ça va de 1 arrobase à 5 arrobases, c'est-à-dire les villes qui vont communiquer avec le numérique vers leurs concitoyens, qui vont mettre en place, par exemple, des web TV, des choses comme ça, donc ce qui va aussi valoriser leur dynamisme au niveau du numérique. Et donc, ces villes-là, plus les villes les plus peuplées de France, ça fait 299 sites. Et là, on tombe en termes d'indication sur la page d'accueil de ces 299 entités à 4, simplement 4 liens en page d'accueil. Ça fait 1,38% et uniquement 30 déclarations sur quasiment 300 sites, ce qui fait à peu près un peu plus de 10%. Ceux qui ont pu faire à la fois le lien de conformité et la déclaration d'accessibilité, on a Brest, Asnières, Vénissieux.
Et uniquement pour les déclarations, on a Le Mans, Amiens, Cherbourg, Colmar, Bourges et Thionville, par exemple. Donc, je vais aller un petit peu plus vite. On a fait aussi un point sur la fonction hospitalière publique. Donc, les centres hospitaliers universitaires et régionaux, ça fait 30 sites. Là, il y a 0% de déclaration en page d'accueil et une seule déclaration de conformité. Ce sera le CHU de Nantes. Au niveau des universités, on a testé 59 sites. Et il faut savoir que pour ces 59 universités, ça représente un peu plus d'1 300 000 étudiants inscrits. Et donc, on a une seule université qui a fait un lien ou une déclaration en page d'accueil. Ça fait 1,69% du panel et uniquement 5 déclarations d'accessibilité qui fait un peu plus de 8% du panel. Et donc, on va quand même nommer l'université qui a fait le travail de test de conformité et d'affichage sur sa page d'accueil. Ce sera l'université d'Orléans. Dans les acteurs territoriaux du handicap, on a fait les MDPH, Maison départementale pour les personnes handicapées, 91 sites testés, uniquement 2 indications en page d'accueil, ça fait 2,2% du panel, et pour 3 déclarations d'accessibilité, un peu plus de 14%. Donc, par rapport au MDPH qui ont fait le travail, il y a la MDPH de la Creuse et de la Meuse. Et pour les déclarations, on a celle des Alpes-Maritimes, de Haute-Garonne, de Marne, de Vienne et de Paris. De Nièvre, et de Paris. Je continue. Dans les autres établissements publics, on a regardé les parcs nationaux, les musées nationaux, il y avait 30 sites, à peu près 30 sites, il n'y avait que 2 liens en page d'accueil et 2 déclarations de conformité. On va pouvoir valoriser le musée du Louvre et le musée des Monuments français. Et là, on va s'attaquer à l'autre partie de l'étude, qui est, là, on a regardé un petit peu les institutions publiques. Eh bien, on va arriver sur les institutions privées soumises à obligation légale, c'est-à-dire qui ont au moins un chiffre d'affaires au moins égal ou supérieur à 250 millions d'euros. Et donc, on a pris les sites du CAC 40. Alors, les sites du CAC 40, on a testé 57 sites et non pas 40. Donc, on a pour certaines entreprises du CAC 40, on a pu prendre le site en .com, le site en .fr. Donc, ça veut dire que répété sur un certain nombre d'entités, eh bien, on dépasse un petit peu les 40. Donc, sur 57 sites du CAC 40 qui ont été testés, eh bien, 4 seulement font un lien de conformité sur la page d'accueil, ce qui représente à peu près 7%. Et on a un petit peu plus de déclarations d'accessibilité pour 17 sur 57, ce qui fait quasiment à peine 30% des sites testés. Donc, par rapport aux organismes du CAC 40 qui ont fait le travail, on a la BNP Paribas, Sanofi, Société Générale et Thales. Et uniquement pour les déclarations, donc pas de lien, mais le petit audit, la restitution sous forme d'une déclaration d'accessibilité, on a donc Air Liquide, Alstom, Engie, L'Oréal, Orange, Sanofi et Vinci. Et puis, les autres grandes entreprises, c'est-à-dire que on avait le CAC 40, donc on avait le haut du chapeau. On a regardé le top 500 des plus grandes entreprises basées en France. On a extrait les sites de ce top 500 qui faisaient déjà partie du CAC 40. Et puis, on a regardé dans le reste de ces grandes entreprises, les entreprises qui disposaient déjà d'un site web, et pour pouvoir tester, pareil, le lien en page d'accueil, la petite déclaration page d'accueil et la déclaration d'accessibilité par ailleurs. Et donc, on a testé 358 sites. Ça va être des entreprises qui vont d'un chiffre d'affaires de 739 millions d'euros à 65 milliards d'euros, donc basé sur leur chiffre d'affaires 2019. 7 sites sur 358 font un lien ou une indication sur la page d'accueil et uniquement 23 déclarations d'accessibilité. Donc, on est à 6,42% pour les déclarations d'accessibilité et donc moins de 2% pour les indications page d'accueil. Et par rapport aux bons élèves par rapport à ça, donc on a Accor, EDF, le groupe Canal+, SA et Microsoft. J'ai mis 3 petits points, il y en a quelques-unes d'autres, heureusement. Et parmi les déclarations, on a SNCF Mobilité, on a Système U, La Poste, Christian Dior Couture, par exemple. Voilà un petit peu pour la restitution des chiffres. Quand on rassemble tout ça sur les 1400 sites que nous avons pu faire, eh bien, 70% des sites étaient publics et 30% étaient privés. Donc, quand on fait la moyenne générale de la présence à la fois d'un lien en page d'accueil et d'une déclaration d'accessibilité, donc les déclarations d'accessibilité pour l'ensemble des 70% de notre échantillon, ça donne 14,6% de tous ces sites qui ont fait, ça fait 985 sites, je crois, qui proposent une déclaration d'accessibilité pour uniquement 7,5% d'entre eux qui proposent un niveau de conformité en page d'accueil. Et rapporté aux sites privés,
sur les 30% de sites privés de notre étude, eh bien, la présence d'une déclaration d'accessibilité, c'est 9,6%, et la déclaration en page d'accueil, c'est uniquement 2,7%. Pour terminer, encore juste 2 slides, on avait réalisé dans le cadre de l'association Brainnet, donc Brainnet avait réalisé une étude en 2014 qui faisait un petit peu le même travail. Il y avait un échantillon un peu moindre qui était sur 602 sites et qui testait aussi la présence d'une information publique qui s'appelait à l'époque une attestation de conformité au RGA. Donc, mis en relation avec la demande de déclaration d'accessibilité en 2021, il y a un changement de terminologie. Donc, on a pu comparer ce qui est comparable. Donc, par exemple, on a extrait de l'étude de Brainnet en 2014 des sites provenant de la sphère de l'État. Il y en avait 38, notamment les ministères, un certain nombre d'entités comme ça. Il y avait 6 attestations de conformité à l'époque sur 38. Et on peut constater que ces mêmes organismes, en 2021, ne sont plus 6, mais 19 maintenant. On a pu regarder aussi sur les conseils généraux qui étaient recensés dans l'étude de Brainnet en 2014. Il y avait uniquement 4 attestations de conformité qui étaient présentes en 2014. Et ces mêmes sites, ils sont maintenant 23 sur 99 à avoir fait le travail de proposer une déclaration d'accessibilité. Alors, la petite conclusion de la slide, c'est en 7 ans, la progression est indéniable, mais reste largement insuffisante. Pour terminer, en guise de conclusion, Fernando, si tu veux, et Clément, si Clément est présent, on va pouvoir dresser un constat qui est, on l'a dit, décevant, donc des résultats très décevants dans l'ensemble. Les sites privés hors du CAC 40 ne paraissent pas connaître leurs obligations légales en matière d'accessibilité. On a vu de 2,7% qui faisaient un affichage sur la page d'accueil. Il y a des effets par rapport à la taille de l'organisme. L'estimation statistique, c'est qu'on note un effet sur la taille des organismes, sur la connaissance des obligations en matière d'accessibilité. Les déclarations sont plus courantes sur les entreprises du CAC 40 que pour les autres. Quand on regarde les autres, justement, les 3/4 des déclarations sont trouvées dans la première moitié du classement suivant le chiffre d'affaires. C'est lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise est plus important. Et enfin, dans les collectivités territoriales, comme où il y a les conseils régionaux départementaux, c'est ce qu'on a pu déclarer comme étant les meilleurs élèves. Donc, pour terminer et pour donner une guise de perspective, c'est un exercice que le collectif trouve particulièrement intéressant. Même si les résultats sont très, très décevants, ça permet d'avoir un premier pas pour une mesure. On place un curseur en 2021 sur, l'obligation légale, c'était en 2020, le besoin les dates limites pour afficher son niveau d'accessibilité. Là, on est quelques mois, voire 1 an après, on prend une photographie et l'idée, c'est de pouvoir la reprendre de manière relativement régulière et en y intégrant un petit peu plus de services en ligne les plus utilisés comme des sites de e-commerce rapportés au .com de ces grandes entreprises qu'on a pu tester. Voilà un petit peu pour cette étude qui a pris tout son sens sur l'année 2021. Merci Denis pour cet état des lieux qui est malheureusement pas brillant et qui justifie pleinement les actions juridiques en cours qui vont nous être présentées par Manuel Pereira, responsable du pôle accessibilité numérique du CERTAM. Puis nous accueillerons Maître Philippe Karim Félicie, avocat à la Cour, qui a contribué et porté ces actions d'un point de vue juridique. Manuel, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous et merci de votre invitation. Alors, en fait, pour ce qui concerne aujourd'hui les activités du pôle accessibilité numérique de l'AVH, on a mené, comme vous le disiez tout à l'heure, comme le disait tout à l'heure Denis, un travail avec Christian Voll auprès d'un certain nombre d'organismes publics pour essayer de vérifier, d'une part, l'accessibilité des sites de ces organismes, mais également que ces organismes respectaient bien leurs déclarations, les obligations déclaratives qui font partie de la loi. Le constat qu'on fait et qu'on a fait à l'époque était assez consternant. Puisque en fait aucun organisme ne satisfaisait au respect de ses obligations. Et
Partant de là, on a essayé de comprendre un petit peu pourquoi cette situation. Et donc, on s'est intéressé aux audits d'accessibilité qui avaient pu être faits, soit par les organismes concernés, soit par les sociétés tierces. Et là, on a du coup été amené à demander ces documents, ce qui a posé beaucoup de problèmes puisque un certain nombre d'organismes ont refusé de nous envoyer ces documents, de nous transmettre ces documents, puisqu'ils ont un mois pour le faire. Et à partir de là, ça nous a obligés à saisir la commission d'accès aux documents administratifs pour qu'on puisse récupérer ces documents et du coup un peu essayer de les analyser. Alors, on les a analysés avec nos compétences, naturellement. On ne prétend pas être des experts historiques de l'accessibilité, mais en tout cas, il y a un vrai travail qui a été fait, notamment par Christian Voll sur le RG2A, et donc un vrai travail d'acquisition de connaissances sur le référentiel. Et du coup, on a essayé de comparer ces audits et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait quand même pas mal d'arrangements qui étaient faits avec notamment des taux de conformité de l'audit qui étaient de notre point de vue surévalués et puis avec également l'invocation d'exceptions, de charges disproportionnées notamment, qui là aussi nous apparaissent ne pas refléter la réalité des choses. On a notamment eu un cas avec la Cour des comptes qui avait qui s'était exonéré en termes d'audit de tout ce des PDF qui font partie des publications de la Cour des comptes et du coup, forcément, elle avait un taux de conformité qui était très, très bon, alors qu'en fait, la Cour des comptes, le gros de son travail, c'est quand même de publier des rapports, et des rapports donc, qui sont au format PDF et qui, de notre point de vue, en tout cas pour les plus récents, ne respectaient pas du tout les obligations d'accessibilité. Donc, du coup, ça a amené d'ailleurs la Cour des comptes à reconsidérer un peu sa position et du coup à baisser son taux de conformité. Donc, tout Manuel, en tant qu'individu, il me semble que vous avez décidé de lancer une saisine. Alors, moi, est-ce que vous pouvez, oui, c'est ça, en dire un petit peu pourquoi j'ai plus? fait justement, c'est l'historique, c'est en fait me rendre compte de l'état en fait et du degré d'inaccessibilité des sites. Je me suis pas mal intéressé aux sites de e-commerce qui, comme chacun le sait, sont quand même un élément important en termes d'autonomie pour des personnes déficientes visuelles pour faire leurs courses en ligne. Et donc, j'ai décidé de saisir Madame la secrétaire d'État aux personnes handicapées, Madame Cluzel, du non-respect par le groupe Auchan de ses obligations déclaratives sur son site Internet. Donc, j'ai fait cette saisie-là, moi, en juillet. Et donc, Madame la secrétaire d'État avait 2 mois pour apporter une réponse à cette saisine. Et cette réponse ne m'est jamais parvenue. Je n'ai même pas reçu d'accusé de réception de ma saisine. Et au vu de cette inertie de l'État, j'ai décidé, avec l'appui de la CFPSA, d'intenter un recours pour excès de pouvoir auprès du Conseil d'État et donc d'attaquer Madame la secrétaire d'État auprès du Conseil d'État puisqu'elle n'a pas daigné apporter une réponse alors qu'on lui demandait simplement de faire respecter la loi tout simplement et de nous dire comment Auchan entendait se satisfaire, se plier à la loi, respecter ses obligations déclaratives, publier une déclaration d'accessibilité sur son site, sur sa page d'accueil, publier un schéma pluriannuel et à tout le moins également faire un état des lieux de ce qu'elle entendait faire pendant cette année 2021 pour essayer d'améliorer l'accessibilité de son site web. Et donc, face à ce silence, eh bien, on va aujourd'hui devant le Conseil d'État. Est-ce qu'on peut, à ce stade, laisser la parole à Maître Philippe Karim Félicie qui nous explique comment se constitue cette saisine et où on en est? Je vous laisse la parole, Maître.
Merci. Globalement, moi, je travaille beaucoup avec les associations depuis toujours, d'ailleurs. Je travaille beaucoup avec la FNAC sur les questions d'accessibilité, notamment des lieux de travail. Et en l'espèce, là, le sujet qui vient d'être évoqué par Manuel et la confiance que m'a témoigné la CFPSA, même si avec la CFPSA, on a déjà commis des actions et notamment nous avions été les premiers à l'époque à essayer de faire tomber les barrières de l'âge, puisque vous vous souvenez que la loi donnait un délai et que le décret qui mettait en pratique cette loi ne respectait pas ces délais. Aujourd'hui, on est sur un sujet qui est un vrai sujet. Alors maintenant, on appelle ça de l'influence de façon un peu pompeuse, mais j'aime bien conserver le terme revendication. Parce que la question aujourd'hui qu'on pose au Conseil d'État est la suivante, elle est assez simple finalement, et les questions juridiques complexes souvent se basent sur des sujets assez simples. C'est que quand on prend des engagements internationaux, même s'ils n'ont pas d'effet direct en droit interne, comme c'est le cas pour la Convention des Nations Unies, quand un texte réglementaire confie à un ministre le soin de participer à la mise en œuvre de ces objectifs internationaux, que la réalité qui vient d'être décrite par Denis et qui vient de façon plus fine, puisque ça concernait sa situation, à être exposée par Manuel, quand la réalité nous montre qu'on prend un retard monumental et que personne ne contrôle rien finalement et qu'il n'y a aucune régulation et aucune, encore pire, incitation à le faire vraiment, la question qu'on pose au juge, c'est est-ce que l'inaction d'un ministre, alors que le texte lui donne la possibilité d'agir, puisque c'est une sanction administrative, d'avoir même un effet incitatif, parce que de mémoire, le décret permet à la ministre, quand les sites ne sont pas conformes comme ce qui vous a été exposé, de laisser un certain délai pour voir éventuellement si le site ne peut pas se mettre en conformité. Donc, à partir de ce moment-là, on pose cette question, est-ce que cette inaction, et là on l'a vu avec Manuel, ce refus là, carrément de répondre, et même d'accuser réception, donc c'est vraiment là, une politique de l'autruche désastreuse, parce qu'on aurait pu s'attendre à un accusé-réception pour chaque demande qui a été faite. Il y en a 6 de mémoire sur plusieurs entreprises privées, 2 personnes morales de droit public, une collectivité départementale et une entreprise qui a un statut public. On aurait pu s'attendre au moins à un accusé-réception. Bon, ce n'est pas le cas. On voit donc que la démocratie, c'est encore loin, que l'état de droit... c'est encore loin, que le fait d'assumer ses responsabilités quand on est saisi d'une demande, malgré la loi sur les relations entre les administrés et les administrations et l'État, qui oblige un accusé-réception au moins des requêtes, c'est encore loin d'être le cas. Donc la question qu'on pose, c'est simple, c'est est-ce que ce refus-là, cette inaction, est légale? C'est la question précise qu'on pose. Il faut bien comprendre le sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vient de le dire Manuel, 2 mois s'écoulent. En droit, ça veut dire que c'est une décision implicite puisqu'elle n'a pas été explicitée. Donc, c'est une décision implicite de rejet. Et nous, ce qu'on veut faire juger par le Conseil d'État, c'est de savoir si ce rejet-là est légal. Avec derrière, évidemment, l'idée de cette inaction, de ce défaut de réponse. Est-ce que c'est légal? De quoi on se sert pour ça? On se sert d'une jurisprudence du Conseil d'État qui a été rendue en novembre 2020 au sujet évidemment de l'écologie, dans laquelle il y a aussi le stigmate qu'on retrouve chez nous, c'est-à-dire des engagements internationaux, mais qui n'ont pas d'effet direct en France et en droit interne. Il n'en demeure pas moins que le Conseil d'État a considéré que, nonobstant cette absence d'effet direct dont on pouvait se servir et qui est vraiment, moi je pense, à titre perso, l'un des grands combats que doit mener le monde associatif du champ du handicap et de la perte d'autonomie. Il faut absolument mettre une pression pour que ces engagements internationaux aient un effet direct en France. On l'a fait juger plusieurs fois, notamment avec la PF au début, encore sur les questions d'accessibilité. Avec la FNAT, le Conseil d'État nous répond la même chose toujours, pas d'effet direct. Donc, je referme la parenthèse, mais ça, c'est un grand combat qu'on a à mener. Donc, le Conseil d'État en 2020 sur l'écologie nous dit effectivement, il y a en matière d'écologie des engagements internationaux de la France, notamment pour la réduction des gaz. Il y a des engagements internationaux qui n'ont pas d'effet direct dans notre droit interne,
mais ces engagements, et en tout cas le droit interne français, doit être regardé à l'aune de ces engagements internationaux. Donc, c'est la même question qu'on pose. Nous, on pose la question suivante. 1, est-ce que ce refus de répondre est légal ? On sait que la Convention donne des obligations assez claires en matière d'accessibilité numérique. On sait qu'elle n'a pas d'effet direct, mais comme le dit le Conseil d'État à propos de l'écologie, tout ça crée un climat qui fait que les dispositifs de droit interne sont à regarder à l'aune de ces engagements internationaux. Et ensuite, on se base sur des travaux qui ne sont pas contestables, on se base sur les travaux du Défenseur des droits, tant sur l'analyse de la Convention que sur des travaux un peu plus éloignés, je crois que c'est 2019 dans ma tête, sur l'accessibilité numérique. On produira bien évidemment le travail qui a été exposé par Denis, et pour avoir la réponse à notre question, pour savoir si le ministre peut continuer à ignorer les pouvoirs qu'il détient d'un décret. Voilà la question qu'on pose. À ce moment-là, on demande au Conseil d'État aussi de prononcer une astreinte, ce qui est une obligation monétaire de faire quelque chose, de tant euros par jour si ce n'est pas fait, pour que le ministre, en gros, qu'est-ce qu'on veut dans cette histoire? Parce que ce niveau d'action juridique et contentieuse, ce n'est pas le trouble de voisinage où on veut une décision précise. Nous, ce qu'on veut, c'est obliger la ministre à sortir du bois quand elle est saisie de demande sur ce sujet. J'allais dire, mais je fais de la provoque, que m'importe sa décision. Ce qui me paraît important, c'est que dans une démocratie, elle soit saisie par des administrés sur la base d'une discrimination ou d'un refus d'accès aux biens, parce que c'est bien ce qu'exposait Emmanuel tout à l'heure dans sa saisine, parce qu'on est soit en rupture d'égalité quand on est devant des services publics avec sujet de remplir un formulaire, accessible ou pas, pour avoir des droits, des allocations, soit un refus de bien quand on veut simplement s'acheter une boîte de camembert chez Auchan et qu'on ne peut pas. Donc, on veut que la ministre sorte du bois, qu'elle fasse son boulot. Basta. Nous, on ne lui demande pas de condamner les gens. On n'est pas le ministère public. On veut simplement que cette action participe à une prise de conscience chez la ministre en charge des personnes en situation de handicap, je rappelle, ou que quand un administré, à titre légitime, en lui apportant la preuve que le site n'est pas conforme aux réglementations, lesquelles existent depuis un bout de temps, ce n'est pas nouveau, hein, ce n'est pas le truc qui date d'hier, on veut que la ministre interroge, aille voir la personne morale de droit privé, la grosse boîte, ou la personne publique, et lui demande des comptes. Et on veut que ces comptes-là nous soient accessibles, sous respect de tout le baratin habituel qui consiste à dire secret des affaires, machin, etc. D'accord, mais on veut savoir, on veut une action. Voilà. Et on ne le veut pas parce qu'on veut et qu'on a une bande de paranoïaques, simplement parce que c'est l'application des textes et des engagements internationaux. Voilà, pour moi, ce que je poursuis dans ce dossier. Et ce que je poursuis avec la CFESA, Manuel, et puis tous ceux qui ont accepté d'y aller. Je pense que réellement, nous sommes nombreux, à mon avis, à penser que de nombreux... le fait que... Excusez-moi, j'ai des bruits autour de moi, ça m'a un petit peu perturbée. De nombreux déficients visuels sont ravis de voir que les choses bougent et qu'on saisisse la justice. Maintenant, alors j'avais une question qui est arrivée à propos de savoir qui aujourd'hui est en charge de faire respecter ces lois, parce qu'on a l'impression que les lois sont là, on constate qu'elles ne sont pas respectées et qu'il ne se passe rien. Donc aujourd'hui, qui concrètement devrait interpeller les services publics, les services privés qui sont dans l'obligation légale et qui ne remplissent pas leur mission? Alors, merci de votre question. La réponse va être très courte. C'est précisément, et c'est le but de notre action, c'est précisément sur ce sujet-là, la ministre qui a le pouvoir d'infliger des sanctions administratives. Et encore une fois, ça ne nous intéresse pas, nous, les sanctions administratives sur une première marche. Ce qui nous intéresse, c'est que la ministre, en interrogeant, en provoquant, en tout cas en faisant le constat qu'elles ne sont pas aux normes, participe à l'application de la loi. Voilà, en tout cas, pour ce point précis, c'est la ministre en charge des personnes en situation de handicap. Parce que je crois qu'il avait été question pendant un moment qu'il y ait un service qui soit créé. Donc ça, je ne sais pas si Denis a plus d'informations, ou Fernando ou Manuel, sur ce service qui devait être créé pour gérer justement ces défauts d'accessibilité. Mais c'est vrai que je pense que je traduis bien l'opinion générale, que nous sommes ravis que
la justice puisse enfin être saisie et que les choses bougent. Alors, on ne va peut-être pas tomber dans une américanisation pour porter plainte contre tous et n'importe comment, mais là, pour le coup, je pense que c'est réellement une très, très bonne chose que ça bouge à ce niveau-là. Alors, deux petites choses. Non, il ne faut pas partir dans une américanisation, mais il ne faut pas non plus partir dans une francisation qui fait du juge quelque chose de merdique et il est honteux d'aller devant le juge. Dans une démocratie qui se pose sur 3 pouvoirs qui sont distincts, la seule chose en France, c'est que comme, entre guillemets, on est une bande de barbares, on n'a jamais donné au pouvoir judiciaire un vrai pouvoir. Vous voyez dans quel état est la justice. C'est resté une autorité judiciaire. Et ça influe chez tout le monde de dire « Ah non, c'est pas bien de saisir le juge quand même, on va faire comme les Américains. » Non, 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 vous ne faites pas comme les Américains, on ne fait pas comme les Américains. On fait le constat simplement que quand il y a 2 pouvoirs qui n'arrivent pas à produire un résultat pour le bien commun des citoyens, il y a un 3e pouvoir qui s'appelle le pouvoir judiciaire qui peut lui dire le droit. Voilà, ça c'est très important. Vous ne mettez pas des complexes. Il ne s'agit pas... Alors là, parce que je ne suis vraiment pas de ce cas-là, il ne s'agit pas de tout judiciariser, ça je suis d'accord avec vous. Et d'aller oui, faire c'était ça mon propos. Oui, non, on dit la même chose. Non, non, mais je suis conscient qu'on dit la même chose, mais je voulais le dire là et repartager. Quand on a saisi pour cette jeune femme, Amélie Loquet, qui était toute seule chez elle, sans aucune prise en charge, parce que tout le monde vous expliquait, et chaque organisme, tout le monde vous disait « Ah ben nous, on a fait notre boulot, hein, voyez avec l'autre », et l'autre vous disait la même chose. Qu'est-ce qui nous restait? Il nous restait le juge. Et c'est le juge qui a fait péter le truc. Après, il y a eu le rapport de Denis Pifteau. Après, ça commence à bouger. Voilà. Donc, il y a un moment donné, dans une démocratie, une vraie démocratie, où quand tout le pouvoir exécutif ne veut pas se bouger, quand le pouvoir législatif vote des textes, ratifie des conventions internationaux, quand le pouvoir exécutif refuse de se bouger sur ces questions-là, bah, il ne reste plus qu'un champ, c'est le pouvoir judiciaire. Oui, mais je crois qu'on est tous derrière vous. On dit la même chose. Mais c'est vrai que souvent... Pourquoi j'ai réagi comme ça un peu vite? Ce n'est pas pour vous, hein, pas du tout parce qu'on dit la même chose, mais parce que souvent en face, l'administration et tout le tintouin nous dit « Ah bah ça y est, ça va être la judiciarisation, vous êtes tombé dans le piège des avocats, machin et tout. » Moi, je prends des dossiers comme ça avec parcimonie, je pense que vous le savez, mon cabinet ne fonctionne pas sur des dossiers de particuliers, donc je ne suis pas pour une judiciarisation outrance, mais je dis que c'est de la faute des gens que nous avons en face, si nous en sommes réduits à aller voir le juge. Parce que si Manuel avait une réponse dans les temps en disant « j'accuse votre réception, on va regarder, on va vous tenir au courant », personne n'aurait été devant le juge. Non, mais il y a des fois, on peut même se demander si ce manque de réaction n'est pas aussi un moyen peut-être de décourager. Hein. Alors, bon, on ne va pas tomber peut-être dans ce travers-là, mais c'est vrai qu'il y a un moment, quand tous les jours, en tant qu'utilisateur, on se trouve confronté. Moi, c'était avec l'URSSAF hier que je me suis battue sur le site de l'URSSAF. Enfin, tous les jours, on se retrouve confronté à des sites comme ça qui sont inaccessibles et qui nous empêchent d'exercer nos droits. En plus, moi, c'était pour payer. Vous voyez, même pour payer, c'est compliqué. Quand on nous empêche d'exercer nos droits et nos devoirs et d'avoir accès à tous les services, c'est vrai qu'il y a un moment, on peut se décourager et baisser un peu les bras. Et je crois que non, il faut pas. Au contraire, il faut qu'on reste unis et que le fait que ce soit relayé par la CFPSA et d'autres structures, c'est une très très bonne chose et moi j'en suis ravie en tout cas. Un point important, et je pense que c'est important aussi de le dire et de le faire comprendre, c'est que ce contentieux peut s'arrêter demain matin. Hein. Si la ministre fait office de ses compétences, utilise ses compétences, c'est tout ce qu'on lui demande. On ne lui demande pas autre chose. On ne lui demande pas de condamner, c'est son pouvoir à elle. On lui demande simplement de faire office, d'utiliser les compétences qu'elle tient du décret et d'aller taper à la porte, là en l'occurrence au champ, puisque Manuel en a parlé, mais il y en a d'autres, d'aller taper à leur porte et leur dire « Attendez, j'ai été saisi de ça, c'est quoi le bordel là chez vous expliquez-nous pourquoi vous en êtes là aujourd'hui alors que les textes sont applicables depuis plus d'1 an. Expliquez-moi comment vous allez faire pour y remédier et dans quel délai. » Et comme ça, je me retourne vers l'administré qui m'a saisi et je lui dis « Voilà ce qui va se passer. » C'est tout ce qu'on demande. Hein. Enfin, je ne sais pas, Fernando, mais on ne demande pas autre chose, nous. Hein. On demande simplement l'application du décret. Merci pour votre intervention, votre éclairage. Merci. Et je pense que vous êtes soutenu par beaucoup de participants dans cette j'espère démarche. J'espère bien, il ne manquerait plus que ça. Ouais. Par tous, je pense. Merci beaucoup. À bientôt. Et merci à Manuel également pour son intervention.
Nous allons poursuivre avec l'intervention de Clément, Gass et Fernando et Denis sur une étude qui a été menée pendant le confinement sur l'usage des lecteurs d'écran. Parce que malgré l'inaccessibilité, les personnes déficientes visuelles utilisent très quotidiennement et comme nous tous ces outils. Et donc, voilà, on va laisser la parole à Clément et Fernando. Et ensuite, on aura une intervention sur la création des espaces ressources numériques par Ruben. Alors, très rapidement, j'introduis, mais vraiment très, très vite, le sujet. On a tâché d'en savoir un peu plus sur nos usages à nous, personnes aveugles, en France, concernant les lecteurs d'écran. Donc là, on a un périmètre qui est très circonscrit, donc aux personnes aveugles uniquement, et uniquement en France. Et pendant cette période qui a couru de la mi-septembre 2020 jusqu'à la mi-février 2021, vous avez été un certain nombre à répondre à l'enquête qu'on a fait tourner. Et on voulait vous présenter très brièvement quelques chiffres qui ressortaient de cette étude avec Denis. Et Clément Gass, qui est parmi nous ce matin, qui est statisticien, nous a accompagnés pour dépouiller ces résultats, les qualifier. C'est ce qu'on va essayer de vous présenter en 10 petites minutes. Donc, le cadre de l'étude, c'est donner un éclairage sur l'usage des lecteurs d'écran par les personnes aveugles avec un focus particulier sur l'emploi. Les participants, 308 personnes qui ont pu être pris en compte et la période, ça va de mi-septembre 2020 à mi-février 2021. Alors, les profils des répondants, rapidement, 5% sont étudiants, 47% sont en emploi, 28% sont sans emploi et 20% sont à la retraite. Alors, parmi les répondants, celles qui déclarent rechercher un emploi, il y en a 48% de ceux qui sont sans emploi, donc 48% d'entre eux qui sont sans emploi, et 11% de ceux qui sont déjà en emploi, c'est-à-dire qui déclarent aussi chercher un emploi. À noter, seulement 5% des répondants sans emploi suivent une formation professionnelle. C'est ce qui ressort donc de notre panel. L'utilisation des lecteurs d'écran. Donc 57% des répondants se déclarent utilisateurs avancés et 40% utilisateurs intermédiaires. On note que chez les moins de 40%, 65% d'entre eux se déclarent des utilisateurs avancés. Au niveau de l'utilisation de l'Internet, donc 60% des répondants se sentent très à l'aise avec l'Internet et 38% l'utilisent correctement. Chez les moins de 40 ans, 75% des répondants se sentent très à l'aise avec l'Internet. Au niveau de la mobilité, on note que 92% des personnes répondantes utilisent un lecteur d'écran dans un environnement mobile. Pour cette frange de l'échantillon, donc 92%, 80% utilisent des systèmes sous iOS, donc l'environnement Apple, et 20% sous Android. Chez les moins de 40 ans, 98% se déclarent très à l'aise avec l'environnement mobile. Enfin, 24% des utilisateurs en environnement mobile utilisent un afficheur braille. Au travail, les équipements, au niveau du matériel. Donc au travail, 48% des répondants utilisent un ordinateur de bureau et 45% utilisent un ordinateur portable, le reste travaillant avec un système mobile. 68% des répondants en emploi déclarent utiliser un afficheur braille au travail. Toujours dans la thématique équipement, au niveau des lecteurs d'écran. Donc JAWS reste le lecteur d'écran primaire le plus utilisé en environnement professionnel, avec 55% des répondants, contre 27% qui utilisent désormais NVDA comme un lecteur d'écran primaire. En complément, 57% des répondants utilisent un lecteur d'écran secondaire tel que NVDA en complément de JAWS pour 56% d'entre eux, par exemple. Toujours au niveau des équipements, la formation aux aides techniques. Alors ça, c'est une question qui nous a semblé intéressante à poser. Donc 46% des répondants déclarent avoir été formés à l'utilisation de leur lecteur d'écran au travail. Donc dans les faits, 59% des utilisateurs de JAWS déclarent avoir été formés contre 29% des utilisateurs de NVDA au travail. Un répondant sur 3 a été formé à la bonne utilisation de son lecteur d'écran moins de 3 ans avant la tenue de cette étude, mais plus d'un répondant sur 4 déclare y avoir été formé il y a plus de 10 ans. Au niveau des navigateurs Internet, 38% des utilisateurs naviguent au travers de Mozilla Firefox contre 31% au travers de Google Chrome et 20% de solutions Microsoft, comme Internet Explorer et Microsoft Edge. Au niveau des outils collaboratifs et des réunions à distance, donc pour collaborer en ligne, on nous a répondu à 53% que les personnes donc, utilisent un outil de travail collaboratif.
Donc pour les répondants, 50% utilisent Microsoft 365 contre 16% qui utilisent les outils Google. Pour la réunion à distance, 68% utilisent des outils de réunion à distance et la répartition se fait essentiellement sur 39% qui utilisent Zoom et 24% utilisent Microsoft Teams. La conclusion, c'est là où je vais passer la parole, notamment à Fernando et à Clément, pour essayer de tirer quelques enseignements de cette étude. Alors, à tout seigneur, tout honneur, puisque Clément est parmi nous et qui nous a donné un véritable coup de main pour arriver à extraire ces données, je voulais proposer à Clément de nous donner juste brièvement quelques on va dire, idées des coulisses de comment il a travaillé ces résultats et ce que lui, peut-être, il en a retiré brièvement. Oui, donc l'essentiel des résultats ont déjà été donnés effectivement par Denis. Alors, je peux préciser juste sur le plan méthodologique que dans ce type d'études, il y a un biais de volontariat. C'est-à-dire que les personnes interrogées n'étaient pas, bien sûr, tirées au sort parmi l'ensemble de la population déficiente visuelle, puisque c'est très difficilement faisable en pratique. Donc, ce sont des volontaires qui ont répondu, ce qui est de nature à biaiser fortement les résultats. Il faut bien avoir ça à l'esprit, que ces résultats ne concernent pas l'ensemble de la population, mais la population volontaire pour répondre. Pour corriger un petit peu ce biais, l'échantillon a tout de même été redressé pour qu'il corresponde à peu près au profil des personnes qu'on trouve dans la vraie vie. Initialement, par exemple, il n'y avait pas de restriction de classe d'âge, le questionnaire était ouvert à tous. Mais in fine, il s'est avéré qu'il y avait très peu de répondants de plus de 70 ans, à peine, même pas 10% du total, alors que dans la vraie vie, on sait très bien que plus de 3/4 des aveugles ont plus de 70 ans. Donc, cette tranche d'âge a été exclue, ce n'était pas représentatif, idem pour les moins de 20 ans. Donc, il y a eu une restriction aux 20-70 ans, avec là encore quelques petites manœuvres, puisque la tranche des 40-60 ans était surreprésentée. Donc, on a attribué ce qu'on appelle des poids de sondage pour rééquilibrer tout ça et pour avoir des classes d'âge qui sont représentées de façon équivalente. Idem pour le genre, on avait beaucoup plus de répondants masculins que féminins. Il n'y avait que 35% de femmes. Donc, on a attribué un poids de sondage à peu près 2 fois plus important. Donc, on a surpondéré les réponses données par les femmes. C'est assez fréquent de voir une sous-représentation des jeunes, par exemple. Ça se trouve à peu près dans tous les questionnaires basés sur le volontariat parce que les jeunes sont occupés à autre chose, à faire des études, à construire leur vie, etc. Par contre, avoir un déséquilibre entre hommes et femmes, c'est beaucoup moins fréquent. Donc là, clairement, il y a peut-être une autocensure de la part des femmes qui se sentent peut-être moins légitimes pour répondre parce que les animateurs de la communauté sont souvent des hommes sur les forums, sur les podcasts, etc. Voilà. Par rapport aux résultats qui ont été donnés par Denis, je peux peut-être préciser que pour ce qui est du niveau avancé signalé par la plupart des répondants, cette réponse est certainement biaisée aussi par le jugement des personnes qui est un peu trop élevé d'elles-mêmes, parce que finalement, il y en a le tiers d'entre elles qui sont même pas capables de donner la version de leur lecteur d'écran. Donc, ça laisse un petit peu perplexe de voir un niveau avancé. Il y a aussi quelques différences en termes d'âge, c'est-à-dire que les jeunes utilisent davantage le mobile, sont un peu plus souvent sur Android que les moins jeunes, même si ça reste encore assez faible, utilisent moins souvent aussi les solutions spécialisées, donc sont davantage sur Android natif. On voit clairement qu'il y a plus de NVDA en second lieu, d'utilisation du lecteur d'écran, que de JAWS en second lieu. Donc, ça montre une montée en charge de NVDA qui est très nette. De plus en plus
utilisateurs de JAWS se mettent à NVDA et l'inverse est beaucoup moins vrai. Aussi quelque chose d'intéressant dans les versions utilisées concernant JAWS, on a nettement moins de versions qui sont à jour de 2020 et plus en milieu professionnel qu'à domicile. Alors, il y a une certaine frilosité des employeurs certainement à payer la mise à jour, alors qu'à domicile, il y a bien sûr la solution du piratage. Autre résultat marquant, c'est que la formation à l'outil, elle est moins fréquente que les changements dans l'environnement professionnel. Dans 42% des cas, le répondant signale un fort changement dans l'environnement de travail au cours des 3 dernières années, alors qu'il n'y a une formation que dans 27% des cas. La formation est plus fréquente aussi quand on utilise JAWS que quand on utilise NVDA. Donc, il y a certainement une marge de progrès aussi dans le développement des formations aux autres outils que JAWS qui sont plébiscités, mais que peut-être les utilisateurs ne savent pas tous utiliser correctement. Ensuite, pour finir, puisque je pense que j'ai plus beaucoup de temps, ce qui est intéressant aussi est d'analyser la zone de libre réponse, puisque les répondants pouvaient s'exprimer dans un champ prévu à cet effet pour traiter des sujets qui n'étaient pas forcément abordés dans le texte du questionnaire. Alors, il y avait un champ réservé à l'usage des lecteurs d'écran en milieu professionnel, et là, la plupart des répondants qui ont rempli ce champ de libre expression, ils donnent des indications sur le fait que les applications métiers ne sont pas accessibles. Voilà, des applications métiers très variées dans divers métiers. Il y en a dans la fonction publique, il y a les outils développeurs, il y en a dans la kinésithérapie, il y en a dans la musique. Il précise aussi que l'environnement informatique est instable, un manque d'accessibilité des outils collaboratifs et des logiciels de réunion. Il y en a même qui précisent, ce qui est quand même un comble, utiliser leur matériel personnel et notamment le téléphone portable en complément de leurs outils professionnels parce que ceux-ci ne sont pas assez accessibles. Ensuite, il y avait une zone de libre expression plus générale, donc pas réservée au milieu professionnel qui se trouvait en fin de questionnaire. Et là, la plupart signalent des problèmes d'accessibilité qui ne sont pas liés au lecteur d'écran, mais qui sont liés au site Internet eux-mêmes et en second lieu aux applis mobiles et aux documents PDF. Problème avec le graphisme surchargé, le texte contenu dans les images, forme de photos scannées, etc. Les champs de formulaires et boutons non étiquetés, la publicité intempestive, la gêne occasionnée par les avertissements de cookies. Voilà, différentes choses sont signalées. Et également le manque d'accessibilité des sites et applications bancaires, le manque d'accessibilité de certains sites de services publics. Voilà. Il y en a quand même un certain nombre qui font des compliments au progrès des lecteurs d'écran au cours de ces dernières années, compliments qui sont en particulier adressés à NVDA et à VoiceOver. Et ces mêmes personnes signalent par contre le fait que les MDPH ne soutiennent pas les outils qu'elles devraient. Donc payent des outils qui ne sont pas les meilleurs et pas forcément les plus pertinents à utiliser. Rejoignant ce point, il y a une autre série de critiques par rapport au prix des logiciels adaptés. Il y a pas mal de signalements de multi-usage des personnes qui utilisent diverses solutions selon les contextes, ce qu'on voyait aussi déjà dans les réponses quantitatives. Et puis, il y a aussi des critiques envers le fonctionnement non optimal des lecteurs d'écran, notamment l'instabilité dans les mises à jour. Beaucoup regrettent aussi le manque de formation. Bon, ça rejoint ce qui était dit sur le plan quantitatif. Voilà, pour conclure, un dernier élément marquant, voire décevant quand même, c'est que le taux d'emploi des personnes utilisant un lecteur d'écran et n'étant ni en études ni à la retraite, ce taux d'emploi n'est que de 59%. Et encore, 11% de ces 59% indiquent qu'elles recherchent un emploi. Donc l'emploi actuel n'est certainement qu'à temps très partiel. Donc, on peut dire que l'usage des nouvelles technologies, contrairement à ce qu'on aurait pu espérer, n'améliore pas le taux d'emploi des personnes déficientes visuelles, puisque ce 50%, c'est à peu près ce qui est connu par ailleurs, hein.
Et c'est ce qu'on retrouve dans toutes ces personnes indiquant un niveau avancé dans l'usage du lecteur d'écran. Je vous remercie beaucoup, Clément, pour ces éléments et cette analyse. Je propose à Pascal de poser une question avant qu'on passe à l'intervention suivante et en fonction de… On verra si on a le temps de reposer des questions après l'intervention de Ruben. Oui, alors j'ai eu plusieurs fois la question de savoir où est-ce qu'on pouvait consulter les résultats de l'étude. Pour l'instant, on ne les a pas encore publiés. Donc là, c'est un premier état des lieux qu'on voulait vous proposer ce matin en exclusivité. Mais on fera paraître ça raisonnablement, on va dire début 2022. On pourra mettre ça à disposition, bien sûr. Et sinon, j'ai une autre question qui nous demande si on a des hypothèses pouvant expliquer les différences entre Apple PC ou Apple Android selon les générations. Donc, est-ce qu'on suppose que c'est une question de génération ou est-ce que ça pourrait aussi avoir un rapport avec l'âge auquel est survenue la malvoyance? Alors, des Apple PC, il ne semble pas y en avoir beaucoup. Par contre, sur smartphone, Apple est dominant largement, plus de 80%. Ça diminue un petit peu avec l'âge. Apple a une plus grande ancienneté dans les solutions d'accessibilité. Et ceux qui se mettent à Android dès le début sont plutôt plus jeunes. Et ceux qui ont commencé avec iOS ont tendance à y rester. Bon, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à vous soumettre. Merci beaucoup, Clément. Merci, Pascal. Je laisse maintenant la parole à Ruben Andrès de la Fédération des aveugles de France qui coordonne le projet Espace Ressources Numériques, qui est un nouveau projet mis en place avec les associations membres de la Fédération sur le territoire national. Il va pouvoir vous en dire plus. Merci et bonjour à toutes et à tous. C'est un peu l'occasion de vous présenter un projet qu'on a lancé au sein du réseau de la Fédération, qu'on est en train de lancer et qui s'inscrit pleinement dans la continuité de beaucoup de choses qui ont été présentées ce matin, la formation de formateurs, la question de l'utilisation des moyens techniques et numériques pour l'emploi. On a saisi une occasion d'un appel à projet de l'AGFIP qui était axé sur les compétences pour proposer un projet autour de justement l'apprentissage des outils numériques, l'utilisation des outils numériques au travail pour les personnes déficientes visuelles. Et on porte ce projet avec 4 associations du réseau de la Fédération, qui sont la FAF Grand Est à Strasbourg, la FIDEV à Lyon, la FAF LR à Montpellier et la FAF Val-de-Loire à Orléans. Et ces 4 associations-là ont créé chacune un petit espace au sein de leurs locaux, ou sont en train de le faire, où interviendra un animateur, formateur en informatique adaptée, pour justement proposer aux personnes autour de cette association, personnes déficientes visuelles, des formations. Ces formateurs-là, ils auront fait ou ils ont déjà fait ou ils vont faire bientôt la formation de formateurs en informatique adaptée qu'on a présentée ce matin. Donc, ça permet vraiment de déployer ces compétences-là sur le territoire national en commençant par 4 espaces. Évidemment, on espère aller au-delà par la suite. Donc, les 3 gros axes, c'est vraiment de pouvoir proposer des formations aux personnes déficientes visuelles, mais c'est aussi de pouvoir s'adresser aux employeurs, que ce soit fonction publique ou dans le secteur privé, de pouvoir les sensibiliser, de pouvoir les accompagner aussi, de montrer qu'il y a quelqu'un qui est là. C'est pas si vous embauchez une personne aveugle, il y a de l'aide à l'embauche parce que par d'autres dispositifs et ensuite débrouillez-vous, mais c'est de pouvoir proposer quelque chose dans la continuité aussi. Et évidemment, ça s'applique aussi pour les organismes de formation auxquels on veut pouvoir proposer les mêmes choses. Donc, comme je disais, les formateurs auront des compétences évidemment dans ce secteur. Ce sera aussi pour une majorité d'entre eux des personnes déficientes visuelles elles-mêmes. Vraiment, il y a une double expertise par la formation acquise et puis par l'expertise d'usage qui sera au service de ces espaces et des personnes qui vont le solliciter. L'expérimentation, on l'a lancée sur 2 années. L'objectif, c'est de pouvoir former ou accompagner 120 personnes par an sur ces 4 espaces réunis. Et pour vous dire, actuellement, il y a déjà à Montpellier et à Orléans que les espaces sont lancés, sont en service, et ceux de Lyon et de Strasbourg le seront début 2022. J'en profite aussi pour parler d'autres choses très rapidement.
l'étude Homer, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui regroupe un collectif de plusieurs associations et organismes autour d'une étude à très grande échelle pour étudier les contextes de vie, les conditions de vie des personnes déficientes visuelles, parce que même s'il y a des études qui existent, des organismes publics, DREES, INSEE, etc., qui commencent à être un peu datés. On est souvent sur des chiffres des fin des années 90 qui ont été retraités au début des années 2000, donc on a presque 20 ans d'ancienneté là. Donc de pouvoir actualiser un petit peu des chiffres et surtout de donner plus de détails sur les personnes, sur les besoins qu'elles ont, les offres qu'elles sollicitent, les aspirations. Tout ça, ça s'adresse, cette enquête, elle est en ligne sur un site études-homer.org et vous pouvez répondre en ligne, et sinon vous avez l'occasion de appeler et de vous faire rappeler par un enquêteur pour passer cet entretien, ce questionnaire au téléphone si vous préférez ne pas le faire en ligne. Et ça s'adresse à toute personne aveugle, malvoyante, et aussi aux aidants. Si vous êtes enfant, papa, maman d'une personne malvoyante ou aveugle, vous pouvez répondre aussi. On a déjà plus de 1000 réponses, 1200 réponses. L'objectif, ce serait d'en avoir 5000. Et les prochains lancements, le déploiement se poursuit sur les régions de métropole, petit à petit. Et l'étude est déjà déployée dans les régions Grand Est, Hauts-de-France, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, etc. Les prochains lancements, ça sera à Nantes le 3 février pour la région Pays de la Loire, et puis aussi en début 2022 en Île-de-France. Donc, on compte sur vous pour répondre à cette enquête, pour la faire connaître, pour relayer au sein de vos associations où que vous soyez autour de vous. Je vous invite vraiment à répondre. Ça va être très utile pour la cause des aveugles, pour pouvoir aussi avoir des données importantes en qualité et en quantité pour militer auprès des pouvoirs publics et auprès d'autres organismes partenaires pour faire avancer les différentes questions qui sont abordées par le questionnaire. Merci Ruben. On va pouvoir prendre des questions. Je te laisse la parole, Pascal. Donc oui, j'avais une question à propos des... Enfin, il y a eu des études précédentes sur l'usage des lecteurs d'écran. Et est-ce qu'on a noté des évolutions marquantes sur l'usage des lecteurs d'écran entre les différentes études qui ont été proposées aux utilisateurs? Alors, je vais peut-être répondre à cette question. En réalité, là, cette étude, pour nous, en tant que fédération, elle est hors sol par rapport aux études précédentes, puisque les périmètres n'étaient pas les mêmes, les partenariats non plus. Et donc, du coup, on n'a volontairement pas fait de comparatif avec ce qui a été fait avant, puisque là, on est sur un nouvel objet, une nouvelle étude, en fait. Les méthodologies n'ont pas été les mêmes. Donc, on ne va pas pouvoir répondre à cette question en ce sens où vraiment, là, on est sur un objet totalement différent. Et c'est pour ça que, voilà, tout à l'heure, quand on vous l'a présenté, on a bien indiqué que c'était uniquement concernant les utilisateurs de lecteurs d'écran en France, et que pour les utilisateurs aveugles, en fait. Et donc, du coup, voilà, comme les méthodologies n'ont pas été les mêmes et les buts recherchés n'étaient pas les mêmes, on n'a pas fait de comparatif avec ce qui avait été fait avant. J'ajoute peut-être juste du point de vue du statisticien, il vaut mieux ne pas faire de comparaison que de faire des comparaisons fausses ou biaisées. En plus de la méthodologie, il y a aussi le questionnaire qui a changé. Et il faut savoir que même remplacer un mot par un synonyme, remplacer un mot par un synonyme a un impact énorme souvent en termes de résultats, parce que tout le monde ne comprend pas les synonymes de la même manière. Ok, ça paraît sage, effectivement. J'avais aussi une réflexion personnelle sur plusieurs choses qui ont attiré mon attention. Le manque de formation continue dans le milieu professionnel, d'ailleurs qui va de pair avec le défaut de mise à jour des logiciels. Ça peut être un petit peu inquiétant, me semble-t-il, sur l'emploi et sur la possibilité de travailler dans de bonnes conditions, parce qu'on sait bien que quand on a un JAWS ancien et puis qu'on arrive sur les sites Internet qui utilisent les nouvelles fonctionnalités, on est très vite en impossibilité d'utiliser le site. Donc, est-ce que vous pensez quels pourraient être les moyens d'action justement pour aider les employés
à obtenir cette mise à jour de leur logiciel ou cette formation continue. D'ailleurs, du coup, est-ce qu'on peut faire le lien avec le réseau qui est en train de s'installer? Est-ce que ce réseau d'accompagnants pourrait justement aider les employés à avancer, à demander plus de formation, plus de mise à jour en étayant leur demande? Est-ce que c'est envisageable? Je pense qu'on peut y répondre de différentes façons. À mon avis, là, ça va être une réponse puzzle. Je veux bien commencer. Pour moi, je fais le lien à la fois avec ce que nous a présenté Françoise Lemaire ce matin et ce que vient de nous présenter Ruben. C'est-à-dire qu'en réalité, on a d'abord, faut pas se mentir, comme dirait l'autre. On a une inégalité de formation sur le territoire aux aides techniques. On sait qu'il y a des territoires où on va être plutôt bien servi et d'autres territoires où ça va être très compliqué de trouver des acteurs. Et du coup, le fait à la fois de s'investir dans une formation de formateur en informatique adaptée ou en médiation numérique, on verra un peu comment tout ça retombera au bout du bout. Ça va permettre aussi à des formateurs du droit commun de s'emparer de ces questions-là et de former du tout venant sur l'usage du numérique en accessibilité, en fait. Donc, il y a déjà ça. Et le fait d'avoir des espaces ressources numériques qui vont exister sur différents territoires, ça va permettre de consolider ça. Après, on est aussi d'accord de se dire que même si on participe à ces initiatives, la question qui peut se poser, c'est comment on peut expliquer ça aux employeurs, c'est-à-dire la question qui est essentielle de dire, c'est pas parce qu'on a un lecteur d'écran qu'on va s'en satisfaire, il faut le faire évoluer dans le temps, il faut qu'il fonctionne convenablement, il faut savoir le paramétrer, il faut le mettre à jour à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important. S'il y a une migration d'un système d'exploitation, il va falloir penser à le mettre à jour et ainsi de suite. Et là, il y a des enjeux autrement plus... C'est pas forcément complexe, mais en tout cas difficile à gérer, qui est de comment on touche ces employeurs-là. Donc, du coup, nous, au travers de la GFIP, on travaille aussi ces questions. Peut-être que Ruben pourrait d'ailleurs nous en toucher 2 mots ce matin. Et il y a le fait aussi, tout simplement, et je refais aussi le lien du coup avec cette ressource qu'on vous a présentée avec Julien Canon ce matin, de sensibiliser. En fait, moi, j'ai été personnellement frappé de voir à chaque fois que j'ai eu l'occasion de présenter ce module, soit dans le cadre de mes activités à la fédération, soit dans des cadres plutôt personnels, en fait, en montrant ça à des proches qui travaillent dans des entreprises liées au numérique. En fait, ils se sont saisis de l'objet en disant, mais ça, en fait, c'est un objet qui nous permet de valoriser ça, le fait d'utiliser le numérique partout. Et donc, quand on est au travail et qu'on a quelqu'un de déficient visuel, de montrer l'impact. Et aussi, quand on édite du logiciel, l'impact que ça peut avoir, que de concevoir ce logiciel pour qu'il soit accessible à tous. Donc, voilà, je ne dis pas qu'on ait une solution miracle, on a une palette à laquelle on essaye modestement de contribuer en créant des outils. Mais peut-être que Ruben, tu peux compléter s'il y a d'autres choses qui te viennent à l'esprit. Oui, en partie, sur la question de l'AGFIP, globalement, d'un côté, mais c'est la nouvelle convention qui va arriver et qui n'est pas encore du tout définie, où on a un soutien, comme on avait le soutien pour développer la formation de formateurs. Ils sont sensibles à cette question, donc après, il faudra voir comment on le définit. Et sur le projet plus spécifiquement des espaces ressources, la GFIP était un peu, je ne sais pas s'il faut dire débordée, mais en tout cas, on a commencé assez récemment, plusieurs mois après la notification que notre projet était accepté, à vraiment travailler ensemble avec les équipes de la GFIP sur le suivi, sur toute la mise en place administrative. Et la personne qui nous suit, que j'ai rencontrée tout récemment, a l'air vraiment emballé par le projet, voit bien les complémentarités éventuelles avec d'autres dispositifs qui existent déjà et que la GFIP finance. Et donc, sur ce point-là, je pense que, pareil, c'est une expérimentation, on va faire la démonstration. Il faudra documenter et prouver toute l'utilité de ce que nous faisons. Mais je pense que ça, on y arrivera bien et je pense qu'on sera appuyé et on va pouvoir développer ça plus largement, j'espère, si on trouve des fonds. Mais la GFIP est plutôt de notre côté, de ce côté-là. Merci Ruben.